Je suis Dominique Michelet, je suis archéologue, spécialiste d'une partie du continent américain, qu'on appelle la Mésoamérique, qui est donc le sud du Mexique et une petite partie de l'Amérique centrale, où j'ai travaillé depuis 1972 en réalité. Je suis membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où j'ai été élu en octobre 2020 et reçu en février 2021. Qu'est-ce que l'Académie des inscriptions et belles-lettres ? Alors l'Académie des inscriptions et belles-lettres est composée de 4 sections, certaines qui sont historiques, plus ou moins, des gens qui s'occupent de l'Antiquité classique, fondamentalement donc le bassin méditerranéen, que ce soit des philologues qui s'occupent des textes ou bien des archéologues qui s'occupent des vestiges matériels. Il y a aussi des collègues qui travaillent sur le Moyen-Âge, et ça s'est un tout petit peu ouvert sur les mondes modernes aussi, les gens qui travaillent sur la Renaissance par exemple, et même le XVIIe siècle. Nous avons un certain nombre de collègues qui sont extrêmement pointus sur ces questions-là. La troisième section, qui est aussi assez ancienne, concerne les civilisations de l'Orient lointain et plus tardif, ça va jusqu'au Japon actuellement. Nous avons des collègues qui sont d'éminents spécialistes du Japon. Et puis il y a une quatrième section, c'est celle à laquelle j'appartiens, qu'on ne sait pas très bien nommer, qu'on appelle les divers, qui regroupe en réalité les gens qui n'ont a priori pas de place ailleurs. On aurait pu, en fait, nous, américanistes, nous mettre, comme ça a été fait à la Bibliothèque nationale de France, avec l'Orient, puisque les manuscrits américains sont dans la section des manuscrits asiatiques. Mais ça, c'est une vieille affaire dans le monde ancien, et après tout, nous retrouver en divers nous convient assez bien. On cohabite dans ces divers surtout avec des linguistes, avec quelques philosophes aussi, et c'est donc cela. Alors nous sommes en fait en priori 50 académiciennes et académiciens, mais on ne rentre pas directement académicien à l'Académie des belles-lettres, d'inscription belles-lettres, on est d'abord correspondant. Et on y reste un certain nombre d'années jusqu'à avoir fait un peu ses preuves d'une certaine façon, avoir participé aux travaux, avoir montré que l'Académie était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc à ce moment-là, on vous sollicite pour être candidat comme académicienne ou académicien. Mais l'affaire se fait en 2 temps. Pouvez-vous nous décrire le lieu dans lequel nous nous trouvons ? La coupole où nous sommes, en réalité, c'est une ancienne chapelle, comme tout le monde le sait, je pense, j'espère, qui a été transformée pour devenir ce qu'elle est pratiquement au début du Premier Empire. Et quand finalement le lieu a été donné pour recevoir les académies qui avaient déjà été créées. Et ce lieu a été donné donc aux académies, à l'Institut. Et l'Institut avait été créé pour inviter les académies qui avaient été individuelles jusque-là à travailler de façon plus coordonnée. Le travail fondamental, à mes yeux du moins, de l'Institut de France, c'est justement d'assurer la coordination entre chacune des académies qui a chacune sa spécialité. Comment êtes-vous devenu membre de cette académie ? Alors la façon de rentrer dans une académie, je pense, c'est extrêmement varié, y compris dans la nôtre, je pense aussi. En ce qui me concerne, finalement, j'ai été invité par un collègue qui, à un moment donné, m'a dit « Écoute, il y a des représentants de beaucoup de parties du monde dans notre assemblée, mais finalement, l'Amérique est le parent pauvre et il faudrait quelqu'un qui puisse nous tenir au courant de ce qui se fait en matière de recherche sur les anciennes civilisations de l'Amérique. C'est pas rien quand même, l'Amérique, c'est une grande partie du monde, donc il fallait absolument quelqu'un qui puisse assumer le rôle d'être quelqu'un qui pouvait donner des états de connaissance à des collègues sur ce que l'on fait dans cette partie-là du monde pour connaître les anciennes civilisations. Et donc, on m'a demandé si finalement
je n'étais pas contre. Alors ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prépare une espèce de CV, on pourrait dire simplement, ça s'appelle titres et travaux. C'est un document, on vous donne des indications, où vous êtes censé faire le récapitulatif de ce que vous avez publié, des films que vous avez pu faire, des expositions que vous avez pu coordonner, etc. Et où vous faites aussi une espèce de présentation synthétique et compréhensive de votre propre parcours. Et ça, on le fait une première fois, et vous rentrez dans un pôle dans lequel il va y avoir un premier vote, et vous êtes ou non élu, et ça a été mon cas fin 2015 pour l'étape correspondante. Et ensuite, si vous avez été bien présent, si vous avez rempli finalement le rôle pour lequel vous avez été désigné, si vous avez participé aux travaux de l'Académie, si vous avez montré votre intérêt pour cette institution, à un moment donné, on vous dit, eh bien, peut-être que vous pourriez vous présenter comme académicien ou académicienne, et la procédure est la même. En réalité, on met à jour le document qu'on avait fait 4, 5, 6 ans avant, et on présente certaines nouveautés dans votre propre recherche, vos actions, et cela passe à nouveau au vote. Et moi, j'ai succédé justement à une éminente collègue qui travaillait en Asie centrale, Véronique Schiltz, et c'est pour moi un grand honneur, évidemment, d'avoir succédé sur ce fauteuil-là à cette personne. Comment avez-vous choisi votre habit vert? Pourquoi est-il si particulier? L'habit vert, effectivement, c'est la marque de fabrique, l'uniforme finalement de cette maison. Et dans mon cas, ça a été assez simple, et c'est ce qui est proposé à la plupart des nouveaux académiciens. Pour les académiciennes, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'antécédents. Toutes les dames qui rentrent dans nos rangs actuellement n'ont pas beaucoup de prédécesseurs. Dans mon cas, moi, on est allé m'ouvrir une grande armoire en me disant « voilà des habits de gens qui ont été un jour académiciens ». Et peut-être que parmi ceux-là, ce sont des habits qui sont extrêmement compliqués à faire, très coûteux aussi, qui sont brodés à la main bien sûr. Et voyez donc s'il y en a un qui vous dit. Alors j'étais tout de suite attiré par un habit dont on m'a dit finalement non, il est vraiment trop usé, vous ne pouvez pas le faire remettre à votre taille, il va se percer de partout, ça n'est pas possible. Et ça m'aurait plu effectivement de pouvoir porter cet habit-là. Mais non, ça n'allait pas, donc on m'a orienté vers d'autres habits, et finalement celui que je pouvais faire remettre à ma taille sans difficulté, c'était celui de Jean Delumeau. Jean Delumeau, qui est un grand historien de la Renaissance, du fait religieux à l'époque de la Renaissance et du catholicisme en particulier. J'avais des souvenirs. Je n'ai jamais eu Jean Delumeau comme professeur. J'aurais pu l'avoir si j'avais été vraiment historien quand j'étais étudiant, mais tout le monde parlait de ce qu'il faisait, et en particulier de ses grands livres sur la peur en Occident, par exemple. C'était quelque chose que beaucoup de mes petits camarades ou petites camarades lisaient, et j'en ai lu, je me rappelle, quelques pages à l'époque, même si ce n'était pas ma spécialité. Donc voilà, la vie, alors vous le prenez, il n'est pas à votre taille exactement, mais il n'est pas très loin de votre taille, et il y a un endroit dans Paris, une dame qui est spécialiste de la retouche des habits, qui vous le remet à votre taille. Dans mon cas, comme il fallait le réduire un petit peu, il a fallu dans la partie arrière remettre aussi de la broderie, et sur les jambes aussi. C'est un processus qui dure quand même plusieurs mois, à vrai dire. Cela dit, il n'y a pas de presse, puisque en fait, vous n'êtes censé ne le porter que dans des grandes occasions. Et nous n'avons pas donc de réception officielle sous la coupole, où là, effectivement, il faudrait le porter. Nous avons eu, en revanche, tout de suite après ma réception, dans la salle ordinaire des séances, en revanche, donc effectivement, les entrées solennelles qui, elles, ont lieu sous la coupole. Et il est recommandé de porter l'habit à ce moment-là. Alors, en ce qui concerne l'épée, pour plusieurs raisons, mais pour une en particulier, j'avais dit non, je ne tiens pas spécialement à avoir une épée. Pourquoi? Parce que je m'occupe d'une partie du monde qui a été conquise.
conquise par les Espagnols, et l'épée a été un des grands outils de la conquête, avec évidemment les canons bien sûr, mais et les chevaux qui étaient quelque chose qui distinguait beaucoup les conquistadores des populations autochtones. Mais me dire que j'allais brandir une épée alors que je m'occupais de populations qui avaient été décimées d'une certaine façon par l'épée, ça me paraissait difficile. Alors, j'avais une autre option, évidemment, à laquelle j'ai pensé un moment. Je me suis dit, je peux peut-être essayer de faire un macahuic, c'est-à-dire l'équivalent de l'épée, mais chez les Aztèques, ou qu'on appelle aujourd'hui les Mexicas. Mais à l'époque, enfin, il y a un certain nombre d'années, on ne parlait que d'Aztèques. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une espèce d'épée en bois, si vous voulez, avec un manche et ensuite une lame aplatie. Et dans la lame aplatie, sur les bords, chacun des deux bords de la lame aplatie, vous avez des lames d'obsidienne qui sont enchâssées. Et c'est une arme qui est réputée avoir été extrêmement redoutable. Simplement, c'est une arme à un coup quasiment, parce que l'obsidienne, ça se casse. Et quand vous avez donné un grand coup sur quelque chose avec quelque chose qui porte des lames d'obsidienne, celles-ci sont volées en éclats. C'est du verre, l'obsidienne, et donc ça sert une fois. On a un témoignage de la conquête où on dit que les meilleurs épéistes aztèques ou mexicains pouvaient trancher le cou d'un cheval mais ça ne servait qu'une fois. Après, leur arme était fichue. Non, c'était un tout petit peu trop folklorique. Et donc, j'ai décidé. Par ailleurs, je veux dire que chez nous, en tout cas, la remise de l'épée s'accompagne d'une grande cérémonie où on rend hommage à la personne qui vient d'être élue. Et ça me gênait beaucoup parce que depuis que j'ai été élu, et même avant, je me posais la question, suis-je vraiment digne de figurer dans cette compagnie-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour en faire partie? Donc je me disais, non, inviter 5 ou 6 collègues à faire votre portrait en beauté, en majesté, c'était quelque chose qui me gênait un petit peu, voilà. Donc, je n'ai pas d'épée. En revanche, j'ai un fils graveur qui m'a fait des tas d'épées que j'ai mises sous verre. Comment est-on officiellement installé à l'Académie des inscriptions et belles-lettres ? L'installation à l'Académie des inscriptions et belles-lettres est un procédé relativement simple, à vrai dire. Une fois que vous êtes élu, on vous dit c'est pas pour tout de suite quand même, parce que il faut que le décret présidentiel qui vous nomme ait été signé. Donc en général, il se passe en gros 4, 5, 6 mois maximum entre l'élection et le moment où vous êtes introduit. Alors l'introduction, donc, c'est au tout début d'une séance publique ordinaire, où le public peut être présent, bien entendu. Donc vous êtes censé être en habit, donc vous avez personnellement la tenue ou bien vous la louez avec un nœud papillon blanc en général donc vous êtes là et vous attendez dans la pièce qui précède la salle des séances jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher. Et à un moment donné, les portes s'ouvrent et le secrétaire perpétuel, qui était Michel Zinc à l'époque, est venu me chercher et on avance dans cette salle-là, conduit par le secrétaire perpétuel et on se tient par le petit doigt. Il me donnait son petit doigt droit, je crois, je lui donnais mon gauche en tout cas, et il nous amène jusque devant le bureau de l'Assemblée avec donc sa propre place qu'il avait laissé le président et le vice-président du moment. Alors on reçoit effectivement l'arrêté qui vous nomme, qui vient de la présidence, et on vous donne aussi la médaille de l'Académie. Et ensuite vous vous installez pour une fois, juste à côté du secrétaire perpétuel, au premier rang, à gauche, du côté donc, où il lui-même siège, et où d'autres peuvent siéger éventuellement. Quel est le quotidien d'un académicien ? La journée d'un académicien
du point de vue, on peut dire, légal, ça dépend un tout petit peu de votre statut. Moi, quand je suis rentré à l'Académie, j'étais officiellement retraité. J'avais été directeur de recherche au CNRS, donc je n'avais plus de charge de ce côté-là direct. En revanche, j'avais du travail et donc la journée d'un académicien, c'est en général rythmé par le travail, à vrai dire. Dans les jours où j'ai été élu, Michel Zinc m'avait montré la petite salle de l'Académie française à côté. Comme vous le savez, il y a un grand portrait de Richelieu et un petit portrait de Richelieu sur son lit de mort. Et il m'avait dit, vous savez, le commentaire qu'on fait généralement à la française, c'est « vous devenez immortel, mais vous terminerez comme lui ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, devenir immortel ? Ça veut dire vous travaillerez jusqu'à votre dernier jour, du moins si vous en êtes capable. Donc voilà, donc la journée d'un académicien, c'est une journée, dans mon cas, de chercheur, où j'avais un certain nombre d'engagements pour écrire des articles, pour participer à des livres, et c'est cela grosso modo. À part ça, il y a par académie un jour consacré par semaine. Et pour nous, Académie des inscriptions et belles lettres, c'est le vendredi. Et le vendredi, non seulement nous avons effectivement, éventuellement, des comités dits secrets où se règlent un certain nombre de choses, où on nous demande notre avis, où il faut que nous prononcions en fonction des rapports qui nous sont faits. Et ensuite, on a une séance publique. Donc le vendredi après-midi, en général, c'est quelque chose de très pris. Mais en dehors de là, nous avons un certain nombre d'autres actions. Il y a, dans le cadre de l'Académie, des prix, par exemple, et nous participons selon nos spécialités à tel ou tel jury de prix. Et j'ai eu la chance, moi, dans ces premières années, de pouvoir présenter plusieurs ouvrages qui ont été primés, certains par des très grands prix, et c'est toujours extrêmement satisfaisant quand on est convaincu qu'il s'agit de quelque chose de très important, d'obtenir d'un collège de collègues qui ne sont pas forcément aussi spécialistes que vous, de reconnaître les mérites de travaux qui ont été faits dans votre domaine. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit de se présenter soi-même, ni de présenter quelqu'un qui est de près ou de loin dans le cadre de l'académie. Donc c'est toujours à destination de gens de l'extérieur. À part cela, à l'Académie des inscriptions et belles lettres, maintenant, depuis quelques années, nous avons d'autres types d'actions. Nous avons en particulier des conférences pédagogiques. Et moi, depuis le début, je pense, en tout cas, je crois que j'en suis à ma 6e conférence pédagogique, vous recevez un jour des lycéens de différents niveaux. Les plus jeunes sont en seconde, mais en général, c'est plutôt des gens qui sont en première, terminale, voire en classe préparatoire. Et il y en a en général une centaine, il y a 2 ou 3 classes regroupées. Et on nous demande de choisir un sujet sur lequel on est en train de travailler pour faire une espèce de présentation, évidemment, pour des jeunes qui n'ont pas énormément de connaissances. Mais il faut essayer, en 1 heure ou 50 minutes, de les intéresser à un sujet. Ça, je trouve que c'est une très très bonne initiative parce que ensuite, vous avez, la dernière fois, j'ai eu 35 minutes de questions après les 50 minutes d'exposé, ce qui prouve que d'abord ils avaient parfaitement compris et qu'en même temps ils avaient des tas d'autres choses à se faire expliquer. Donc c'est très important. Et puis chez nous aussi, dans les activités, on a un colloque annuel. Ce colloque annuel qui a lieu à la Villa Quérilos à Beaulieu-sur-Mer existe maintenant depuis très longtemps et c'est toujours sur thème. Et un thème qui est choisi par un groupe dont je ne connais pas la composition, mais à 2 reprises, on m'a demandé effectivement de participer au colloque de Quérilos. Au tout début, la première participation, c'était sur des tombes et des dieux, ou des tombeaux et des dieux, et on m'a demandé si, dans le domaine qui est celui que je connais un petit peu, j'avais des choses à raconter. J'ai donc fait une présentation sur la relation des populations de Mésoamérique avec la mort. Et puis l'an dernier, justement, le thème qui avait été choisi, alors c'est pas du tout un thème sur lequel j'avais beaucoup travaillé jusqu'à présent, c'était les jardins. Et donc, alors préparer une communication de 30 minutes, en gros,
un texte qui va faire 15-20 pages avec les illustrations ensuite. Quand vous n'avez pas eu un rapport tout à fait direct dans vos propres recherches, ça vous force à lire énormément, à tenter des synthèses, à faire des critiques de ce qui a déjà été fait. Moi, j'ai trouvé ça un exercice passionnant. J'ai fait ça, effectivement, et j'espère que mon texte servira à d'autres. Quels académiciens admirez-vous particulièrement ? Alors, on est entouré de gens qui sont des savants en général ou des gens exceptionnels dans leur domaine. Pas tous, ça peut être des praticiens, par exemple, de la musique, de l'art en général. Dans ma propre académie, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, celui qui m'a tout de suite fasciné, qui fascine, je crois, la plupart de mes collègues, c'est Michel Zinc. Michel Zinc est actuellement donc un secrétaire perpétuel honoraire chez nous, mais il est membre de l'Académie française aussi. C'est un spécialiste éminent, enfin, je dirais, un surpassé, je pense, de la littérature du Moyen-Âge. C'est un personnage exceptionnel aussi par ses capacités de mémoire. Il connaît des dizaines de milliers de vers qu'il est capable de citer au bon moment chaque fois qu'on a besoin de son aide. Il vient à la rescousse. Il a un sens de l'humour parfait. Il est très ouvert, très accueillant. Il est curieux de tout aussi, ce qui est quand même extrêmement agréable quand on a des choses qui n'ont rien à voir avec lui, à essayer de discuter avec lui. C'est quelqu'un de parfait. Ça, mais je pourrais tous les citer dans ma propre académie, mais chacun a sa spécialité et chacun... Enfin, on a affaire à des collègues qui sont des puits de science et qui savent en plus rendre cette science-là à la portée de tous. Mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour des membres d'autres académies. À la française, le secrétaire perpétuel, Amin Malouf, moi j'ai le souvenir d'avoir lu Amin Malouf il y a 30 ans, 40 ans, et d'avoir été passionné par ce qu'il commençait à construire comme œuvre. À date beaucoup plus récente, par exemple, quelqu'un comme Andrei Makin, que peut-être peu de gens, pas suffisamment de gens connaissent, mais c'est un auteur formidable aussi. Quand je me suis lancé dans... Alors, j'ai tendance à dire, vous verrez, j'ai beaucoup d'amitié pour des gens qui sont aussi des romanciers, parce que j'ai une espèce de passion pour le roman, que je ne lis pas assez, bien entendu, parce que faute de temps, mais en tout cas, Makin, quand j'ai commencé à le lire, il a fallu que je lise pratiquement tout d'un coup. Ou quelqu'un beaucoup découvert peut-être un peu plus récemment, comme Jean-Christophe Ruffin, par exemple. Et je ne dis pas ça parce que son dernière œuvre se passe à Acapulco. Non. J'avais lu beaucoup de Ruffin avant, et j'ai toujours été enthousiaste de ce qu'il fait, par goût, si vous voulez. Aux Beaux-Arts, j'ai quelque chose qui, moi, récemment m'a beaucoup frappé. J'étais en mission au Mexique où j'avais un certain nombre d'obligations et en passant à la ville de Mexico, il y avait au Musée national d'anthropologie une énorme exposition Salgado, du grand photographe Salgado, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et je suis rentré, je n'avais pas pris conscience de la taille de cette exposition. Au bout d'une heure, j'étais quasiment épuisé, j'avais vu tellement de choses magnifiques. Je n'y suis pas retourné, je m'en veux beaucoup parce que quelques jours après, c'était le décès de Salgado, mais c'est un impact considérable quand on a cette chance-là. Vous êtes historien, archéologue mayaniste et mésoaméricaniste. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, je suis devenu ce que je suis, c'est-à-dire archéologue travaillant dans cette partie-là du continent américain qu'on appelle la Mésoamérique, un peu vraiment par hasard. J'avais fait des études comme beaucoup de gens plutôt bonnes. J'étais rentré à l'école normale supérieure plutôt avec les langues anciennes, en particulier avec le grec et le latin. Et en étant à l'école, mais j'avais aussi eu des intentions plus anciennes. Je m'étais dit peut-être bien que l'archéologie m'intéresserait. Et j'ai même, pendant un certain moment, jusqu'au moment de mon master complet, pensé à l'archéologie grecque en particulier. Je suivais les cours à l'université qui venait d'être créée de Paris 1, de
M. de Magne, de M. Roland Martin, des gens, Martin en particulier, qui est un spécialiste de l'urbanisme grec, me fascinait. Je trouvais que ce qu'il faisait était formidable. J'allais au Louvre écouter les cours de M. de Vanvès, qui nous montrait les différents aspects de la céramique grecque, à l'époque classique en particulier. Non, j'étais très, très accro. Et puis, en même temps, j'avais une attirance pour la linguistique. Et alors, du coup, on me poussait beaucoup en me disant « Ah, tu devrais faire de la linguistique grecque ». Bon, toujours est-il que je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Et c'est un hasard qui a fait qu'à un moment donné, on m'a dit il y a un poste de coopérant en archéologie à Mexico qui va se libérer. Actuellement, il y a un archéologue, on ne pourra pas professionnaliser 2 archéologues l'un après l'autre, mais enfin bon, peut-être qu'on va vous organiser quelque chose d'autre. Acceptez donc ce poste. Partez pour le Mexique pendant 18 mois, c'était la dose pour la coopération militaire de l'époque. Vous apprendrez l'espagnol que vous ne savez pas. Vous allez apprendre un peu ce qu'est le continent américain, ce qu'est l'archéologie dans ce secteur-là. Et puis, ensuite, on verra, puisqu'on ne pourra probablement pas vous professionnaliser au même endroit, on vous enverra peut-être vous former à Berkeley pour vous occuper du Pérou. Ça n'a jamais été le cas parce que on a recommencé des essais nucléaires et le Pérou s'est beaucoup fâché avec la France. Donc il n'était plus question de payer des études supplémentaires à quelqu'un aux États-Unis. Mais je suis resté au Mexique et je dois dire que j'ai découvert tout de suite, grâce au fondateur, directeur de notre institut de recherche de Mexico, Guy Stresserpean, ce qu'était réellement le travail. Guy Stresserpean ça explique aussi un tout petit peu la façon dont moi j'ai perçu les choses au départ, d'abord un ethnologue. Il avait été envoyé dans les années 30 au Mexique par Paul Rivet pour s'occuper de populations indiennes actuelles. Et il était venu un peu tard, sur le tard, à l'archéologie. Mais moi, j'y allais comme archéologue. Il y avait un grand chantier français sur un site maya formidable qui s'appelle Tonina, au Chiapas. C'était la 2e année. Donc moi, je suis arrivé le 2 septembre. Stresser m'a pris en main, m'a dit « Voilà, vous ne connaissez rien, mais vous voici une dizaine de livres à lire d'ici Noël, et vous m'offrez un compte-rendu d'ici Noël. Et puis ensuite, vous partirez sur le chantier de Tonina. » Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été complètement subjugué par ce que je lisais, qui étaient des grands ouvrages, beaucoup en anglais, en nord-américain pour beaucoup. Et puis, j'ai aussi regardé de près ce que faisait le directeur de l'époque, qui était donc un archéologue qui avait fait plusieurs fouilles à l'époque, et les laboratoires étaient dans les mêmes locaux, donc je voyais ce qu'on faisait dans les laboratoires. Et puis, le 5 janvier jusqu'au 5 mai, j'étais sur le terrain de Tonina, sous les ordres de regretté collègue, qui s'appelle Claude François Baudez, et j'étais son assistant. Et il m'a donné très rapidement des tas de responsabilités. On fouillait une terrasse sur une acropole qui était un lieu prestigieux où en particulier avaient été enterrés des dignitaires. Et très rapidement, j'ai eu à m'occuper d'une tombe qui n'avait pas été violée. Il y en avait plusieurs qui avaient été violées, mais celle-ci était intacte. Et j'ai eu à fouiller pendant plusieurs semaines cette tombe. Alors bon, je savais un tout petit peu comment ça se passait quand même. Et donc c'était une tombe qui avait servi pour plusieurs générations de dignitaires ou plusieurs membres de la même famille. Et à chaque fois qu'on mettait un mort nouveau, on poussait sur les bords les restes des morts antérieurs et on mettait la nouvelle offrande. Ça, c'est une expérience formidable. Et d'autant plus extraordinaire que j'étais débutant, donc j'apprenais tout. C'est un samedi matin, un Claude François Baudez qui m'a dit, bon, voilà, au pied de ce temple, au pied de cette pyramide, il y a un piédestal qui devait comporter une sculpture un jour, mais cette sculpture n'est plus là. Tu vas nettoyer les débris qu'on trouve au pied parce qu'on n'est pas au niveau du sol, donc il faut descendre jusqu'au niveau du sol. Donc tu mets en place ton carroyage, etc. pour pouvoir tout enregistrer en 3 dimensions.
Et tu fouilles doucement avec une petite truelle et avec un petit balai, parce que s'il y a des choses fragiles, des choses qui peuvent être déplacées, on risque de perdre une information. Donc je commence à fouiller et bon, rien ne se passe. Et puis pratiquement au moment de dire ça y est, c'est l'heure d'aller à la paye, je commence à apercevoir un bout de sculpture. Et c'était la sculpture qui avait été arrachée de son socle, juste au-dessus, au centre de l'escalier, qui avait été jetée et qui avait été en réalité pillée au moment même donc, où le site avait subi une agression tardive. Et ça, c'est extrêmement émouvant parce que, alors évidemment, on a pris les précautions. Pour moi, il n'y a pas eu de paye à midi, bien entendu. J'y suis resté le samedi après-midi, le dimanche toute la journée, et le lundi matin, à peu près, on avait la sculpture. Alors, c'est un personnage debout, avec simplement un pagne, mais il avait un collier avec des éléments qui avaient été rajoutés sur la sculpture et qui avaient été arrachés. Et donc, c'est un des rois, probablement, du site. Il n'avait pas d'inscription, donc on ne sait pas de qui il s'agissait. Mais quand vous avez une première expérience de terrain avec ce genre d'expérience, vous vous dites « je crois que je vais y rester ». Que s'est-il passé après cette période de formation ? Mais j'étais assistant, j'étais débutant, j'apprenais. Et en réalité, le directeur de notre institut de recherche à Mexico avait pour moi d'autres objectifs, et lui-même étant spécialiste d'une région du nord-est de la Mésoamérique, qu'on appelle la Huasteca, sont d'ailleurs des populations qui, du point de vue linguistique, ne sont pas si éloignées que ça des Mayas, mais ils sont très éloignés géographiquement maintenant. Et lui-même avait passé toute sa carrière à travailler sur le monde huastèque, dans différents aspects, ethnologie, linguistique, archéologie. Et il m'avait dit, il y a un plateau intermédiaire qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude, qu'on appelle le plateau de Rio Verde. Et j'ai toujours eu l'impression qu'en réalité, c'était une espèce d'annexe de la Huasteca. Il y a eu quelques petits rapports qui disent qu'il y a des sites archéologiques. Voilà. Je vous donne pour votre thèse l'idée d'aller explorer cette zone-là. Et là, avec à peu près ça comme bagage, je suis parti et je me suis rendu compte que j'allais avoir affaire à une très grande région. Finalement, j'ai travaillé sur un espace qui avait 3600 km², ce qui est très grand, et où j'ai enregistré plus de 120 sites de tailles diverses, avec des capitales régionales et des sites beaucoup plus petits. Et j'ai donc travaillé. Alors, l'aspect particulier de cette région-là du Mexique, c'est que c'est une zone qui a été occupée par des sédentaires agriculteurs pendant un petit moment. On ne savait pas très bien combien de temps, et on ne savait pas très bien à quelle époque non plus. Mais ce qu'on savait très bien, c'est qu'au moment où les Espagnols arrivent, c'était à nouveau redevenu un territoire de nomades, chasseurs-cueilleurs. Donc, qu'est-ce qui s'était passé, à quel moment, comment ça avait débuté, comment ça avait fini. Alors ça a été... et est-ce que finalement, ces populations sédentaires, agricoles, avaient les mêmes caractéristiques que les gens de la vraie Mésoamérique qui étaient juste au sud ou à l'est. Et donc, je suis parti avec l'instruction d'aller étudier ces populations-là. Et ce qu'on a pu faire en quelques années, c'est d'une part de se rendre compte qu'en gros, les premières populations sédentaires étaient arrivées vers 250 de notre ère, que ça avait duré jusque vers 850-900, et qu'il y avait eu vraiment un apogée à partir du milieu du premier millénaire, que c'était des gens qui venaient sans doute de régions voisines, donc parfaitement mésoaméricains, qui partageaient avec les Mésoaméricains beaucoup d'éléments communs. Par exemple, on trouvait dans cette région-là beaucoup de terrains de jeux de balle, et le jeu de balle, c'est une caractéristique culturelle très spécifique, effectivement, de la région de la Mésoamérique. On en trouve ailleurs, évidemment, aussi sur le continent américain, mais sous la forme où c'était vraiment... Et on avait pas mal d'éléments qui nous permettaient de les relier, d'une part avec le haut plateau central, et d'autre part avec la Huasteca, qui était à l'est, voilà. Et donc, ça a été mon premier terrain, très loin du monde maya.
Et ensuite, il a fallu choisir un autre terrain, et ça, ce sont les Mexicains, parce que c'est un travail qui se fait en coopération, et un des responsables de l'archéologie à l'époque, au niveau, disons, institutionnel mexicain, avec qui on s'entendait bien, nous a dit, écoutez, il y a quand même une région qui est tout près du haut plateau central, qui jouxte le haut plateau central et où réellement on n'a pas fait les efforts qu'il fallait, c'est la zone de l'état actuel du Michoacán, à l'ouest donc de la zone centrale. Et il y avait eu dans cette région-là, au moment où les Espagnols arrivent, une civilisation importante que les Espagnols ont appelée Tarasque, mais qui étaient des adversaires des Mexicas, des Aztèques, et qui n'avaient jamais été conquis par eux, malgré beaucoup de tentatives. Et il fallait réellement déblayer le terrain. Et là, on a choisi, on a fait un premier grand voyage pour chercher la zone où il y aurait le plus de choses à chercher et à trouver. Et puis finalement, on s'est décidé pour la partie centre-nord de cet état du Michoacán actuel, où on est encore. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ces civilisations en particulier ? Ce qui, en Mésoamérique en général, mais chez les Mayas en particulier, moi, m'a immédiatement attiré et m'a en même temps fasciné, c'est la continuité d'une certaine façon. Alors c'est un gros mot, il faut surtout peut-être pas dire ça parce qu'il y a eu tous ces siècles de colonies et le fait que l'Espagne a énormément marqué ces régions-là du monde. Mais quand vous avez des ouvriers qui, une fois la journée de travail terminée, vont aller faire un certain nombre de rituels qui sont des rituels qui peuvent rappeler certains rituels que l'on parvient à reconstituer à partir des données archéologiques, là on commence à se poser des questions. Chez les Mayas, j'ai eu aussi tout de suite ce sentiment. D'abord, il y avait une vraie identité maya, il y a une langue maya, plusieurs langues mayas d'ailleurs, qui sont parlées par des millions de personnes. Donc cette continuité finalement culturelle très forte qui existe, et ce qui frappe le plus, je pense, quelqu'un qui se lance dans la recherche sur le passé de ces civilisations-là. Le fait qu'on peut constamment... j'ai fait beaucoup de terrain où finalement les ouvriers qui travaillaient avec moi étaient en même temps des informateurs, comme si j'étais ethnologue, où je leur posais des questions et ils avaient des pistes à me dire « ça, tu trouves ça comme ça, mais est-ce que tu as pensé à... » Voilà. Donc c'est pas une histoire en particulier qui pourrait effectivement être évoquée, c'est plutôt cette espèce de façon si particulière de travailler dans cette partie-là du monde où on a des populations autochtones qui, dans certains cas, ont gardé des liens importants avec leur passé. Pensez-vous que ce qui s'est produit pour les Mayas pourrait nous arriver aujourd'hui ? Le monde maya que j'ai étudié, c'est ce qu'on appelle le monde classique, c'est-à-dire celui qui apparaît aux alentours des années 300 de notre ère, et qui, en tant que monde classique tel qu'il a fonctionné, n'est plus le même à partir de 900. Et il y a énormément de zones qui se vident. Et la question, effectivement, de la disparition de la civilisation classique maya est quelque chose que j'ai assez rapidement rencontré, effectivement, dans ce que j'ai fait, qui m'a toujours beaucoup intéressé, et on m'a poussé à m'y intéresser d'ailleurs dans certains cas, et j'ai pu effectivement essayer de publier de ci, de là des petits éléments de compréhension. Le monde maya classique est un monde très spectaculaire qui est organisé autour de cités-États avec des rois qui rivalisent pour le prestige en embellissant au maximum leur capitale, en développant des arts de luxe, et tout ça fonctionne très très bien. Mais on est dans des systèmes qui sont éventuellement susceptibles d'être attaqués ou d'être fragilisés par l'absence de ressources ou la mise en cause des ressources dont on dispose. Alors moi, ce qui m'a tout de suite, dès qu'on a commencé à avoir de l'information là-dessus, je me suis immédiatement
c'est là-dessus. En réalité, la disparition des Mayas, bon, c'est un mot qu'évidemment il faut bannir parce qu'ils ne sont pas disparus. Ils n'ont pas disparu puisqu'ils sont encore des millions. Mais, et d'ailleurs, on a une jeune collègue qui vient de publier aux éditions Alary un bouquin qui, les Mayas n'ont pas disparu. Donc, qu'il faut lire. C'est un bouquin très intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné, cette civilisation-là qui fonctionnait si bien, n'existe plus. Et pourquoi les sites probablement les plus spectaculaires, en tout cas ceux que connaissent beaucoup les touristes, sont abandonnés et disparaissent. Alors, ce qui, moi, m'a tout de suite effectivement beaucoup fait réfléchir, c'est des hypothèses qui ne venaient pas du tout de l'archéologie, mais qui venaient de la paléoclimatologie. Ce sont les gens qui travaillent sur les climats du passé qui, les premiers, ont commencé à nous dire il n'est pas impossible qu'il y ait eu des problèmes de sécheresse. Et puis, il y a eu à la fin des années 90, 2 ou 3 grosses expéditions qui nous ont apporté des données importantes, y compris une expédition qui a eu lieu assez loin du monde maya, mais dans le même système écologique global, qui est le Caraïbe, et qui nous ont dit de façon très précise, alors là, à partir de carottages dans des fonds marins, où on a pu analyser les quantités de titane en particulier, le fait qu'il y a à un certain moment des déficits de pluie. Or, on est dans des civilisations où tout se passe autour d'une saison des pluies. On est sous l'effet donc d'Alizé, et vous avez une saison des pluies l'été, qui est l'été pour nous, et l'été pour eux aussi, puisqu'on est dans l'hémisphère nord. Donc du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est là où il pleut. C'est là donc où il faut avoir préparé les champs, il faut semer, il faut ensuite les entretenir, il faut récolter. Bon, et si par hasard vous avez et ensuite, bon, vous avez tout le reste de l'année pour faire d'autres choses. Bon. Si par hasard vous avez des déficits de pluie, si ces déficits-là sont se suivent dans le temps, là ça peut vous poser des problèmes. Et d'ailleurs, dans les rituels actuels, il y a encore énormément de communautés qui ont des rituels de pétition de l'eau. Quand la saison des pluies n'arrive pas au bon moment, on va faire tel pèlerinage à telle montagne ou à tel lieu particulier pour demander que la saison des pluies arrive. Parce que, moi j'ai connu des dizaines de paysans qui avaient semé, qui ont tout perdu et qu'il a fallu ressemer. Parfois ça n'a pas marché non plus. Donc, j'étais très sensible pour avoir travaillé avec des paysans qui avaient eu ce genre de problème. Alors aujourd'hui, ils les surmontent. Ils fichent oui, jusqu'à M. Trump, il pouvait ficher le camp en Californie ou bien au Texas pour louer leurs forces et rapporter de quoi faire vivre leur famille. Et j'ai connu beaucoup de mes ouvriers qui faisaient ça quand ils avaient des difficultés. Mais bon, revenons au Maya maintenant. Ce que les paléoclimatologues nous ont dit assez vite, en fait, en particulier à partir de ces sondages faits dans le bassin marin de Cariaco, qu'il y a eu des épisodes de 3 à 10 ans d'années avec des déficits de pluie. Et quand vous avez des années accumulées, c'est là que ça devient extrêmement compliqué, parce que les systèmes qui étaient en vigueur du point de vue économique avaient des réserves, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir supporter des périodes et on n'est pas sur un changement climatique, il n'y a pas de renversement, on n'est pas dans le réchauffement global d'aujourd'hui, on est sur des petits épisodes, mais suffisamment longs pour avoir perturbé et avoir donné des coups de boutoir successifs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu creusé donc à une certaine époque. Alors d'autres collègues spécialistes, par exemple des spéléothèques, nous ont apporté d'autres éléments complémentaires. Et je me suis un petit peu battu au début, dans le début des années 2000, dans une certaine communauté archéologique, parce que beaucoup de collègues considéraient que c'était vraiment pas quelque chose à mettre en avant, les problèmes de climat. Les Mayas étaient beaucoup trop forts pour se laisser impressionner par du climat. Enfin, quand même, quand vous ne pouvez pas manger, vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est d'abandonner l'endroit où vous vivez.
vous réfugiez éventuellement dans la forêt pour essayer de manger des choses sauvages. Oui, ça passe un temps, mais vous ne nourrissez pas les populations qui étaient regroupées dans les grands sites à ce moment-là. Donc voilà. Alors, on sait parfaitement aujourd'hui qu'il y a eu aussi, mais ça on le sait depuis toujours, des problèmes politiques, qu'il y a eu une augmentation des conflits, que les populations donc, se sont largement battues entre elles et ont détruit une partie de leur base économique. Mais, et donc on voit parfaitement, là c'est des choses, puisqu'il y a de l'écriture chez les Mayas et que cette écriture nous parle beaucoup de l'histoire des rois, on peut parfaitement savoir un peu la chronologie de l'abandon des royautés aux différents endroits. C'est des choses que on a beaucoup creusé. Aujourd'hui, on a tendance à dire cette grande crise du IXe siècle, disons, parce que ça se passe surtout entre 800 et 900, c'est quelque chose de complexe. Il y a plusieurs facteurs qui ont été mis en avant, qu'il faut combiner. Ce qui nous manque, c'est un petit peu la pondération. Mais dans certains coins, il est incontestable que le climatique a été prédominant. Dans d'autres, probablement pas. Et l'histoire est encore à écrire, je pense. Mais ce sera une histoire compliquée. Y a-t-il des ouvrages ou des expositions sur le sujet qui vous ont inspiré ? Il n'existe pas énormément en français. Enfin, si, il existe un tout petit peu, un certain nombre de livres, mais les éditeurs français ont été assez frileux à éditer des livres sur les Mayas. Oui, j'ai eu quelques livres, mais qui commencent à avoir maintenant de l'âge et qu'il faudrait reprendre. Il y a pourtant, je pense, un public. Bon, pour pas essayer d'avoir quelque chose de systématique qui existe mal. Je dis, il y a un petit livre qui est beaucoup plus large que les Mayas, qui a été publié, je crois, pour la première édition en 2022, et qui est épuisé, et on nous a redemandé là, de faire des chapitres pour la nouvelle édition. C'est aux éditions Autrement, et c'est un atlas de l'Amérique précolombienne. Là, ça couvre toute l'Amérique. Mais c'est des doubles pages et vous avez sur chaque double page un problème qui est traité. Il y a plusieurs doubles pages qui concernent les Mayas. Donc c'est une entrée facile, c'est extrêmement condensé évidemment, c'est très synthétique, mais quand on le lit tranquillement, c'est très illustré, c'est aussi facile à lire. Non, sinon j'aurais tendance à dire, on a eu beaucoup de chance en France, à Paris, disons depuis une grosse quinzaine d'années, d'avoir reçu beaucoup d'expositions, la plupart depuis le Mexique, il y en a une aussi depuis le Guatemala, et il y en a eu deux sur les Mayas. Il y en a une de l'aube au crépuscule qui nous montrait une partie des richesses du Guatemala, qui est un pays entièrement maya, lui. Et c'était une petite exposition, mais il y a un joli petit catalogue. Et là, on apprend beaucoup de choses. C'est des catalogues qui ont heureusement des chapitres. Alors, c'est pas comme un manuel, si vous voulez. Et puis, il y a une deuxième grande exposition, un peu plus tard, qui était celle envoyée par les Mexicains, et qui, elle, a un très, très gros catalogue. Alors, en plus, c'est agréable parce que c'est très illustré, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, quand vous lisez, vous pouvez voir en même temps que c'est pas un texte aride. Quelle est pour vous l'importance de la transmission ? Alors, quand on aime ce qu'on fait, ce qui est mon cas peut-être, vous l'aurez compris, on est passionné. Et donc, j'aurais tendance à, c'est peut-être présomptueux de ma part, à penser que votre passion est transmissible immédiatement, quoi. Je veux dire, quand vous êtes à fond dans un sujet et que vous expliquez comment les choses progressent, comment petit à petit on avance dans les connaissances et ce qu'il faut faire, les pistes qui s'ouvrent, les méthodes nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées ces dernières années, ces dernières décennies, et dont il faut tirer parti, bien entendu. Je crois que ça se transmet, ça. Et c'est pour ça que, par exemple, dans
séance pédagogique, la dernière, je crois, me semble-t-il, j'ai fait quelque chose sur ces techniques qui renouvellent notre appréhension des choses. Et j'ai parlé de l'utilisation de la photogrammétrie, par exemple, qui permet de lire des inscriptions qui sont totalement illisibles. Par exemple, un hôtel Maya sur lequel réellement, à l'œil et même avec d'autres types de procédés, on ne voyait rien, et puis vous faites de la photogrammétrie et vous trouvez les bons traitements pour tout. Et tout d'un coup, vous voyez apparaître deux personnages en vis-à-vis, deux profils de personnages qui sont probablement le roi actuel qui fait faire le monument avec son fondateur en face, et vous apercevez malgré tout aussi quelques éléments d'écriture. Donc tout ça est passionnant, mais chez les Mayas, comme vous le savez sans doute aussi, c'est vrai d'ailleurs ailleurs, le lidar a tout changé, parce que dans une grande partie du monde maya, on a une couverture végétale qui rend la visibilité impossible d'utiliser les photos aériennes, les photos normales, tranquilles, d'autrefois, ce qu'on a fait pendant très longtemps et qui était fabuleux chez nous en Europe. Mais dans une forêt tropicale, prenez donc une photo aérienne et essayez d'y voir quelque chose, ça, pas grand-chose ne sort. En revanche, avec le lidar, tout change. Et à ce moment-là, vous avez des milliers de sites que vous repérez, et vous avez une toute autre vision. Et alors ça ne veut pas dire que tout est fait, c'est le début de votre travail, mais simplement votre image initiale vous est donnée. Et ensuite, il faut aller voir à quoi ça correspond. Non, on est dans un moment de basculement de la recherche, je pense, dans une partie, en tout cas de la Mésoamérique, j'aurais tendance à penser pratiquement partout. Et puis, il faut aussi se dire que ce sont des vestiges qui sont extrêmement, d'une part, fragiles et d'autre part menacés par la civilisation actuelle, l'agriculture industrielle, par exemple, la déforestation parfois, y compris dans les parcs qui ont été déclarés parcs naturels. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite devenir archéologue ? Pour devenir archéologue aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. En réalité, il y a beaucoup d'endroits en France où il y a des filières où on peut apprendre le métier. Et puis, il y a beaucoup de chantiers aussi. J'aurais tendance à dire qu'il faut quand même avoir eu une expérience en métropole, peut-être, avant de se lancer même si on est très attiré par un pays étranger. Il y a énormément de chantiers d'été. Donc, voir si le terrain vous plaît. Car c'est quand même une façon de vivre un peu particulière. Moi, ma première saison, le 5 janvier au 5 mai, j'ai eu le droit de venir une fois voir ma famille dans ces mois-là. Donc c'est quand même des conditions un peu particulières. Il faut savoir si réellement c'est quelque chose qui vous est... Et puis le contact avec le terrain, malgré tout, parce que c'est un métier où on se salit. Il faut accepter de temps en temps de prendre de la poussière. Mais donc, faire cette expérience, c'est important. Suivre une formation, multiplier finalement ses points de vue, c'est-à-dire en général ne pas être trop fixé sur un objectif particulier. J'ai connu il y a quelques années, par exemple, quelqu'un qui voulait absolument devenir égyptologue, et qui est maintenant un des meilleurs spécialistes du gallo-romain dans telle région française. Mais ce n'est pas du tout du temps perdu que d'avoir appris beaucoup de choses sur l'égyptologie. Et je pense que c'est effectivement quelque chose à tenir en compte, faire plusieurs expériences, ouvrir ses horizons, ses perspectives, et en fonction de ce que vous découvrez, ensuite, vous dire, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre à ceux qui nous regardent ? Aujourd'hui, dans la recherche, la nôtre en tout cas, on accorde beaucoup d'importance à l'énoncé d'hypothèses nouvelles, de théories nouvelles et d'explications nouvelles. Et tout ça, en général, ça passe par des articles. Il faut publier des articles d'une certaine taille, pas forcément très longs, dans les meilleures revues, et ça c'est très bien entendu. Mais nous sommes dans une discipline où le savoir se constitue par accumulation. L'archéologie,
C'est aussi la même chose en histoire. À vrai dire, vous avez des idées, puis elles sont mises en cause par tel ou tel coup de découverte, mais en tout cas, tout va s'accumuler. Or, je me dis qu'aujourd'hui, il nous manque quelque chose. On est en train de perdre quelque chose à quoi il faut qu'on revienne, qui est l'archivage. Il faut absolument que tout ce que l'on fait à un moment donné soit consigné quelque part, soit rédigé à un endroit donné, de façon à ce qu'on puisse y revenir et que des gens, dans 2 ou 3 générations, n'aillent pas refaire les erreurs qu'on a pu faire nous-mêmes. Donc j'ai tendance à dire effectivement, oui, allez à la découverte d'éléments nouveaux, oui, faites-vous tenter par des pistes nouvelles, mais en même temps, n'oubliez pas de tout archivé. Y a-t-il une séance à l'Académie qui vous a particulièrement marqué ? Bon, dans cette maison, on peut avoir beaucoup de souvenirs marquants, à vrai dire, mais j'aurais tendance à en privilégier un. J'ai eu la grande chance d'être invité à l'installation à l'Académie des Beaux-Arts d'Emmanuel Guibert, qui est l'auteur de bandes dessinées bien connues. Alors moi, je connaissais Emmanuel Guibert depuis pas mal d'années grâce à mes petits-enfants, parce que tous étaient des lecteurs d'Ariol, et nous avons la collection complète à la maison, et en général, il y a des bagarres sans nom entre les petits-enfants pour « je veux tel numéro, je veux tel ». Donc, j'avais contacté Emmanuel, et on se connaissait déjà un tout petit peu. J'étais allé lui faire signer des exemplaires pour les petits-enfants et il m'a invité à son installation. Et son installation était un morceau de bravoure extraordinaire. D'abord, il y a eu effectivement sa propre présentation qui était extrêmement belle et très soignée. Et lui-même devait faire, comme ça se fait dans les autres académies, l'éloge de son prédécesseur, Trémoy, le grand graveur, peintre Trémoy. Et il nous a fait un numéro extraordinaire où d'abord il a rendu un hommage absolument extraordinaire à son prédécesseur, celui à qui il succède, mais en même temps il a fait montre de tous ses talents qui sont multiples. C'est quelqu'un qui a chanté, qui a sifflé, qui a parlé plusieurs langues avec un naturel extraordinaire et qui nous a beaucoup émus en fait.